Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Alors je vous ai tissé le décor, et si Venise constitue le cadre, il y a aussi la famille Vivaldi quand même qui est le premier moteur. Le destin d'Antonio ne s'explique ni par une révélation soudaine, ni par une rupture sociale spectaculaire. Il procède d'un double héritage, celui du métier musical transmis par son père et celui de la prêtrise, choisie comme voie d'élévation sociale et d'intégration institutionnelle. Encore une fois, le père d'Antonio, Giovanni Battista Vivaldi, commence sa carrière comme barbier. Comme je vous le disais tout à l'heure, à Venise, ce métier n'est pas strictement limité aux soins capillaires. Les barbiers pratiquent parfois la chirurgie, alors la petite chirurgie, la chirurgie mineure, mais surtout ils enseignent et ils jouent de la musique. L'apprentissage instrumental fait partie de cette culture artisanale qui est une culture polyvalente. Et très vite, Giovanni Battista s'impose comme violoniste. Et son talent lui permet, comme je vous le disais, d'entrer dans la chapelle du Doge à Saint-Marc en 1685. Cette nomination-là est un jalon capital. Saint-Marc, ça s'écrit Saint-Marc, est l'un des centres musicaux les plus prestigieux d'Europe. Il faut vraiment que vous en ayez conscience. L'accès à cette institution, ça signifie reconnaissance, stabilité relative et insertion quand même dans un réseau de musiciens de haut niveau. Tout le monde n'y rentre pas. Il appartient également à la corporation de Sainte-Cécile qui est installée près de l'Arsenal à San Martino. Eh bien, cette appartenance n'est pas symbolique. Les corporations fixent les règles du métier, contrôlent l'accès à la profession, organisent aussi la solidarité. C'est véritablement un réseau. Et Giovanni Battista paie une contribution élevée, qui est donc le signe d'une position qui est quand même affirmée. C'est-à-dire qu'il a les moyens de la payer, cette contribution. Il joue dans les théâtres, notamment au San Angelo. Il est cité parmi les meilleurs violonistes de la ville. Peut-être qu'il compose, on ne sait pas. Surtout, il transmet à son fils aîné un savoir instrumental solide et une connaissance concrète du marché musical vénitien. Et donc Antonio grandit dans un environnement professionnel structuré où la musique est un travail quotidien, exigeant et concurrentiel. Le violon est donc l'instrument central de l'ascension d'Antonio. Dans la Venise de la fin du XVIIe, le violon s'affirme comme l'instrument virtuose par excellence. Il domine les ensembles instrumentaux, il irrigue les théâtres, il s'impose dans les chapelles et les hospices. Giovanni Battista donc ne transmet pas seulement une technique, il transmet aussi un capital relationnel, l'accès aux orchestres, aux théâtres, aux institutions. Il introduit son fils dans les cercles professionnels. Il va l'accompagner même plus tard dans certains déplacements, il va participer aussi à la copie de ses partitions. Le jeune Antonio n'est donc pas un autodidacte isolé. Il est formé au sein d'une tradition vivante, au contact direct des pratiques professionnelles. Cette formation, qu'on appellerait empirique, ancrée dans la réalité du métier, explique en partie la virtuosité et l'efficacité aussi de son écriture. Sa musique n'est pas spéculative, elle est conçue pour être jouée, vendue et entendue. Vers l'âge de 15 ans, donc Antonio reçoit la tonsure. Il va être ordonné prêtre en 1703. Ce choix ne doit pas être interprété comme une vocation spirituelle. Vous l'imaginez, dans la Venise de l'époque, devenir prêtre, ça représente une voie d'ascension sociale. Ça permet d'accéder à une formation intellectuelle. Le latin, la théologie, la rhétorique, tout ça serait inaccessible à pas mal d'enfants qui seraient issus du popolino. Ça confère une dignité sociale et ça ouvre des portes aussi. La République, en plus, a besoin de prêtres pour ses nombreuses paroisses. Là encore, si vous êtes allé à Venise, il y a une église à peu près tous les 3 mètres. Donc il faut les remplir. Le clergé constitue un corps structuré, respecté, doté de ressources symboliques importantes. Donc un jeune homme talentueux capable de prêcher, d'écrire et de composer peut trouver un espace d'influence extrêmement intéressant. Et pour une famille comme les Vivaldi, la prêtrise est un investissement stratégique. Antonio Vivaldi ne sera jamais, je vous le dis tout de suite, un prêtre ordinaire. D'abord très tôt, sa santé fragile, je vous l'ai dit, troubles respiratoires récurrents, l'empêche de célébrer les messes. Il invoque ces difficultés pour justifier son retrait des fonctions liturgiques strictes. Mais en fait, il conserve le titre, l'habit, l'identité sacerdotale, et il devient le prêtre roux. Cette double, oui, parce qu'il a les cheveux un peu rouges. Cette double appartenance est fondamentale en fait. Elle lui permet d'évoluer à la frontière de plusieurs mondes, à la fois ecclésiastique et théâtral,
institutionnelle et aussi, faut pas l'oublier, commerciale. Elle lui donne accès aux hospices, comme la Pietà, où il va exercer comme maître de violon et maître de concert. Elle lui confère une légitimité morale, tout en lui laissant une grande liberté artistique. Cette ambiguïté nourrit aussi les critiques. Un prêtre qui fréquente les théâtres, voyage avec des chanteuses, négocie des contrats, compose des opéras, la figure dérange, vous vous en doutez. Mais elle correspond parfaitement en fait à la réalité vénitienne, où les frontières entre sacré et spectacle sont beaucoup plus poreuses qu'ailleurs. Très tôt, Vivaldi dépasse le cadre strictement local. Il revendique correspondre avec 9 grands princes, il vend des concertos manuscrits à des mécènes en Saxe, en Bavière, à Vienne. Il ne dépend pas d'un seul protecteur, mais d'un réseau multiple. Cette stratégie correspond à la structure même de Venise, encore une fois, absence d'un mécénat princier qui soit stable, nécessité de diversifier les appuis et, encore une fois, la mobilité constante. Le double héritage, musical par son père, institutionnel par la prêtrise, lui permet d'occuper une position donc singulière, à la fois homme d'église et entrepreneur culturel. Je crois que l'expression est lâchée, entrepreneur culturel, clairement. Il incarne déjà les contradictions de sa ville, tradition et innovation, discipline corporative et marché international, respectabilité ecclésiastique et puis audace théâtrale. Et c'est comme ça que se dessine la matrice du futur compositeur. Je reviens sur tout ça. Un père artisan qui devient musicien reconnu, un fils formé dans la rigueur du métier, une prêtrise choisie mais comme levier social, une ville qui exige virtuosité et adaptabilité. Vivaldi ne surgit pas d'un miracle. Il est le résultat donc d'une stratégie familiale, d'un environnement professionnel structuré et d'un choix institutionnel extrêmement lucide. Et c'est de cette combinaison, violon, église, corporation, théâtre, que va naître une œuvre capable de rayonner bien au-delà de la lagune.